Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Toitier et nous allons parler des marchés avec Marc. Mais avant, rappel rituel pour nous soutenir parce que Synapse est une chaîne indépendante. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter les émissions, de les partager et de mettre un pouce vers le haut si vous les appréciez. Marc, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors, l'un des grands événements de cette rentrée, c'est la décision de la Fed de baisser ses taux d'intérêt de 50 points de base. Ah oui. Alors, 50 points de base, c'est une baisse significative. On appelle ça un jumbo cut dans le langage bien anglicisé des marchés financiers, c'est-à-dire une baisse jumbo importante. Généralement, quand on baisse les taux aussi significativement, ça veut dire qu'on a des risques sur la croissance. Or là, on n'a pas de signe de récession aux États-Unis. Tout à fait, c'est le gros problème. Je pense que c'est une erreur de la part de la Réserve fédérale américaine, puisque clairement, j'ai vérifié, c'est la première fois qu'on a une baisse aussi forte alors qu'on a une croissance américaine à plus de 3%. Parce que c'est ça en fait le problème. Pourquoi la Réserve fédérale doit baisser les taux? Si jamais il y a un risque sur l'activité économique, si jamais il y a une crise financière, etc. Bon, la dernière fois qu'elle avait fait ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en février 2020. À l'époque, c'était encore le coronavirus de Wuhan. Je me rappelle, on disait non mais ça va pas durer, c'est pas méchant, etc. Et dans la semaine, en février, la Fed baisse les taux d'intérêt très fortement, même hors réunion de politique monétaire. Donc qu'est-ce qui se passe? Personne ne comprenait. Sauf qu'évidemment, la Réserve fédérale avait une information que nous n'avions pas. On sait ce qui s'est passé ensuite, bien entendu. Donc d'où cette baisse des taux d'intérêt. Là, c'est vrai que cette baisse, alors c'est pour l'instant, on est encore à 5% de taux d'intérêt, ce qu'on appelle les taux objectifs des Federal Funds. C'est pas encore une fois, on a un niveau toujours élevé, mais quand même, ça tranche avec la réalité économique de tous les points de vue. Si on prend l'inflation, par exemple, c'est vrai qu'elle a baissé, mais on est encore à 2,5%, donc au-dessus du niveau d'objectif de la Réserve fédérale qui est à 2%. Si on prend hors énergie et produits alimentaires, on est à plus de 3%. Là aussi, on est largement au-dessus de l'objectif. Et en plus, ça c'est les chiffres du mois d'août. Au mois de septembre, il y aura un effet de base défavorable, ce qui fait que l'inflation, donc le glissement annuel des prix à la consommation, va repartir à la hausse. Donc que va dire la Réserve fédérale? Attends, l'inflation augmente, j'ai baissé quand même mes taux d'intérêt. C'est quand même un petit peu bizarre. Et parallèlement, vous l'évoquez, on a une croissance américaine qui est toujours très forte, à plus de 3%. Les indicateurs avancés, ce qu'on appelle les indicateurs des directeurs d'achat, sont très bons. Dans l'industrie, c'est vrai qu'on est sous la barre des 50, donc en recul de l'activité, mais dans les services, c'est euphorique. Quand on fait la corrélation entre l'indicateur des directeurs d'achat composite, donc tout secteur d'activité, et la croissance américaine, ça veut dire qu'on se maintient autour des 3 à 3,5% de croissance. Donc, ce n'est pas la récession. Donc, le travail de la Réserve fédérale, justement, c'est de calmer le jeu, d'éviter, que ça dérape. Pareil sur le chômage. Il est même reparti à la baisse. Le mois dernier, on est à 4,2% de taux de chômage. C'est quand même le plein emploi. Les salaires augmentent de quasiment 4% en glissement annuel. Ouais, c'est quand même des très bons chiffres, tout ça. Donc, quelle mouche a piqué la Réserve fédérale? Alors, en plus, vous savez très bien que la Réserve fédérale est indépendante. Et là aussi, on a un nouveau cas de figure, c'est que normalement, la Réserve fédérale n'intervient pas avant les élections présidentielles. Elle observe une forme de neutralité. Neutralité, exactement. Ni à la hausse, ni à la baisse, en disant, bon, sauf évidemment, voilà, par exemple, quand il y a eu la faillite de Lehman Brothers, là, elle était intervenue juste avant les élections. Là, il n'y avait pas le choix. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas ces événements-là, et pourtant, elle baisse quand même, surtout fortement, parce qu'elle aurait pu dire un petit geste, 25 points de base, pour montrer qu'elle fait attention. 50 points de base, ça montre qu'elle est inquiète. Ou alors qu'elle veut peut-être faire un cadeau électoral, et ça, c'est très dangereux, parce que ça va nuire à sa crédibilité. Et puis, comme vous l'avez bien dit, moi, ce qui m'inquiète, c'est que normalement, la Réserve fédérale, quand les marchés vont bien, elle ne doit pas encore ajouter à l'euphorie. Là, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle remet du carburant. Elle remet du carburant, alors que les marchés s'étaient calmés. On a eu cet été, on a vu cette très forte volatilité. Là, elle remet du carburant. Donc, c'est très bizarre parce qu'on a quand même l'impression d'une Réserve fédérale américaine qui veut faire plaisir, peut-être d'un point de vue politique, peut-être au marché financier, mais elle n'est pas là pour ça, la Réserve fédérale. La Réserve fédérale, elle est là pour limiter l'inflation et assurer le plein emploi. Alors, vous dites, finalement, on peut s'interroger sur les motivations de la Réserve fédérale, mais quand on écoute les discours d'un certain nombre de membres du comité de politique monétaire, c'est pas la fin, c'est-à-dire que ça va se poursuivre. La détente monétaire doit continuer. Oui, après. Alors,
Vers quoi on va finalement? Alors, a priori, elle peut encore, je pense qu'elle ira faire encore un petit geste, mais là aussi, ce qu'elle va attendre, donc, la fin d'année, généralement, bon, c'est rare quand elle intervient aussi, mais bon, pourquoi pas, mais peut-être 25 points de base, on ne sait pas. Encore une fois, il faut surveiller les chiffres, parce que on va voir l'inflation qui va un petit peu repartir à la hausse au mois de septembre, donc là, elle va être bloquée. Elle va dire, bah non, je ne peux pas baisser le taux d'intérêt alors qu'on a de l'inflation. Pareil sur le chômage. Alors, encore une fois, hein, sauf s'il y a des informations que nous n'avons pas. Par exemple, j'ai entendu des risques sur certaines banques américaines, d'avoir des difficultés financières. On a parlé de l'immobilier, mais pareil, l'immobilier américain se porte bien. Hein, c'est pas la Bérésina, hein, ça résiste bien. Les mises en chantier, le permis de construire, ça résiste bien. Donc il n'y a pas de raison non plus. Alors on voit pas trop d'où ça pourrait venir. Donc ce qui montre bien que c'est un petit peu l'inverse de 2021. Vous vous souvenez, en 2021, ici même d'ailleurs, j'avais dit, et ailleurs, hein, qu'il fallait que la Réserve fédérale monte les taux d'intérêt. Elle avait dit non, il y a l'inflation, ça va pas durer, etc. Vous vous souvenez? Puis après, elle s'est dit, elle continue la planche à billets, c'est pour vous dire. Puis après, fin 2021, elle dit bon, on arrête. Puis 2022, ils ont commencé à réagir une fois que l'inflation américaine, elle était à 9%, donc c'était un petit peu trop tard. Mais donc là, c'est pareil. Elle réagit de façon, je dirais, intempestive, j'ai envie de dire, et c'est très dangereux parce que ça nuit à sa crédibilité. La force d'une banque centrale, c'est sa crédibilité. Ça veut dire que sans agir, elle agit sur les marchés. C'est-à-dire sans monter ou baisser les taux d'intérêt, juste par le discours, elle permet justement d'améliorer ou pas les anticipations. Et quand on voit les taux d'intérêt des obligations d'État de l'État américain, là aussi, hein, il n'y a pas eu tellement de mouvement finalement, ça même s'est remonté un petit peu. Donc on se dit, bon, c'est un mouvement assez bizarre. Je pense quand même qu'il faut être très prudent sur les marchés parce que on voit ce yo-yo hein, très fort. On a eu cette volatilité, le mini-crack du mois d'août. Après, ça repart très fortement. Même le Nasdaq, le Standard & Poor's, des records historiques. Parce que justement, il y a ce cash qui est toujours énorme. Il y a cette baisse des taux d'intérêt. Donc elle va peut-être encore baisser les taux d'intérêt, mais il faut surveiller effectivement les chiffres qui, à mon avis, vont être beaucoup moins bons. Par exemple, le fait que le dollar baisse. Le dollar a baissé de façon là aussi un petit peu excessive, notamment par rapport à l'euro. Quand le dollar baisse, ça fait augmenter l'inflation importée. C'est-à-dire que l'inflation américaine, à cause de l'augmentation des prix des produits importés, bah, elle va aussi augmenter. Vous voulez dire que la Fed pourrait se prendre une porte de saloon finalement? Bah, c'est très bizarre. C'est pas dans son habitude. Moi, c'est vrai que je commence à être un ancien, hein, comme vous, malheureusement. Pas si ancien que ça, bien sûr, mais c'est que je me rappelle, encore une fois, Alan Greenspan, etc. Bah voilà, il faisait attention, encore une fois, sans être trop monétariste, bien entendu, mais il faut quand même veiller au grain, il faut être prudent. Donc là, aujourd'hui, si l'inflation repart à la hausse, ça va pas être bon pour la Réserve fédérale. Et donc, c'est ce qui pose problème en termes de crédibilité. Donc, voilà, je suis désolé, hein, je n'ai pas la réponse à cette forte baisse de l'intérêt. Je pense que c'est excessif, c'est déplacé, et il y aura effectivement la porte de saloon qui va sûrement revenir. Bon, mais est-ce qu'en attendant, c'est pas tout de même un blanc-seing donné aux investisseurs pour se renforcer sur les marchés des actions et faire monter les cours? D'autant que, on parle des États-Unis, mais de l'autre côté, en Chine, on a également des mesures de soutien qui sont annoncées par le patron de la Banque centrale chinoise. Donc, est-ce qu'on ne va pas avoir finalement un effet dopant sur la croissance mondiale, même si on va le payer après, peut-être avec une résurgence de l'inflation, mais une résurgence, donc un regain de vigueur de la croissance mondiale qui va doper le moral des investisseurs et doper les bourses. Alors c'est vrai qu'au niveau de la croissance mondiale, moi j'ai pas changé mes prévisions, je suis toujours à 3% de croissance en moyenne cette année, après comme l'année dernière, bon peut-être 3,2, on verra bien, mais c'est vrai que vous l'avez dit, autant les Américains ils surprennent positivement, parce que quand on voit les indicateurs avancés, bah, c'est très bon. Numéro 1 c'est toujours l'Inde, hein, qui a une croissance très forte, et après quasiment juste derrière il y a les États-Unis. Et la Chine elle est très très loin en termes d'indicateurs avancés, donc la Chine va mal. La Chine est en train de digérer sa crise, on va dire, de croissance. Elle a ce problème immobilier, elle a son problème de natalité, son problème de financement également je dirais, du troisième âge au sens large, même s'ils ont une culture différente de la nôtre, donc ça passera certainement. Et puis surtout, le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que la Chine a fait le pari hein, depuis plus de 20 ans, presque 30 ans, de dire, voilà, on va maintenir une dictature, mais comme on va augmenter le niveau de vie des Chinois, ben, ça va passer. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ça a fonctionné, puisque le nombre de Chinois qui vivaient sous le seuil de pauvreté était très élevé, et puis il est en train de se réduire aujourd'hui. Dans les années à peu près 2000, on avait 100 millions de Chinois qui vivaient correctement, seulement 100 millions sur 1,4 milliard d'habitants, hein, quasiment. Et là, aujourd'hui, on est à peu près à 700 millions. Donc c'est énorme, sauf qu'il y a encore 700 millions qui attendent. Et donc c'est ça le problème, c'est que là, le fait d'avoir une croissance chinoise à 4-5%, pour nous ça serait énorme, mais pour la Chine, c'est insuffisant.
C'est-à-dire que ça ne permet pas justement d'améliorer le pouvoir d'achat global. Et donc la Chine aujourd'hui, de nouveau, est en danger. Et on le voit, alors quel impact sur nous? Eh bien on voit ce qui se passe, c'est que les Chinois sont en train de refaire du dumping. C'est-à-dire, on voit qu'il y a plein d'inflation en Chine. L'inflation est toujours chez nous, mais en Chine, elle n'est pas là. Donc les Chinois sont en train de baisser les prix pour essayer de capter de nouveau des parts de marché. Ils ont fait baisser un petit peu le yuan pour recapter des parts de marché, notamment qui ont été laissées à l'Inde. L'Inde a repris ses parts de marché et ça fonctionne pas très bien. Certes, il y a un extérieur qui est toujours très fort pour la Chine, mais on voit qu'il n'y a pas ce dynamisme de la croissance chinoise et ça, c'est quand même, je pense, assez inquiétant. Alors, pour les États-Unis, justement, ça leur permet de se dire, bah, finalement, si la Chine est moins virulente, bon, pourquoi pas, mais néanmoins, les Chinois, aujourd'hui, ils ont ce vrai problème de croissance, et le problème, c'est que ça va nous coûter, je pense, peut-être des parts de marché demain, parce que si on a cette baisse des prix des produits chinois, bah, ils vont encore gagner ces parts de marché, sachant que chez nous, malheureusement, on a toujours une inflation qui est forte. Hein, les prix n'ont pas baissé. C'est-à-dire que pour beaucoup de ménages, bah, ils n'ont pas le choix. Et donc, ils doivent justement acheter des produits pas chers, notamment en provenance de Chine. Et donc là, d'un point de vue de l'activité, plus chez nous, c'est-à-dire aux États-Unis, mais encore plus, j'ai envie de dire, chez nous en Europe et en France, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais c'est vrai que là, la situation est très compliquée. Donc, les répercussions de la mauvaise santé chinoise chez nous sont quand même assez importantes. Mais vous ne voyez pas la demande intérieure chinoise repartir avec les mesures de soutien annoncées? Ça va un petit peu repartir. Vous savez, il y a un élément important que d'ailleurs j'avais omis de regarder, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la dette publique américaine, française, etc. Bon, c'est normal, la France, c'est notre pays, hein, donc forcément, les États-Unis, bon, ça reste le pays leader de l'Occident, va-t-on dire. J'allais dire malheureusement. Non, c'est vrai que malheureusement pour nous, parce qu'on n'a pas réussi à battre les États-Unis, mais bon, tant mieux pour eux, entre guillemets. Mais par contre, c'est vrai que pour la Chine, on ne parle pas tellement de la dette publique, parce qu'elle était très faible, la dette publique chinoise. Et là, on est remonté à 90%. Eh oui, c'est-à-dire que les Chinois, ça y est, eux aussi font comme nous, ils actionnent la dette publique, et donc c'est problématique. Alors, pour l'instant, c'est vrai que c'est les Chinois qui achètent cette dette, essentiellement, mais clairement, ils n'arrivent pas à redémarrer. Donc ils prennent nos vieilles méthodes qui ne marchent plus. Donc c'est-à-dire que je pense que la Chine, aujourd'hui, elle arrive au bout de ce système. Je pense, ce qui permettra de sauver les Chinois, entre guillemets, c'est le fait qu'ils ont développé les efforts de R&D. De recherche-développement, d'innovation. Et ça, c'est ce qui nous fera mal à nous aussi, parce que si on n'a plus cet avantage technologique, et que c'est les Chinois qui l'ont, qu'est-ce qui va nous rester? Donc voilà, ça les Chinois l'ont bien compris. Ils sont déjà leaders dans un certain nombre de domaines. Tout à fait, tout à fait. Dans les énergies renouvelables, c'est le pays qui investit le plus au monde en R&D, devant même les Américains. Donc voilà, ils ont compris effectivement l'importance de la R&D, donc ce qui va certainement les sauver, leur permettre d'éviter, je dirais, une grave crise économique. Mais néanmoins, je pense que les Chinois ne vont pas retrouver une croissance à 8-10%, c'est fini ça. Ils ont un nouveau niveau structurel autour des 4,5, donc c'est un peu juste pour les Chinois. Donc il ne faut pas trop espérer de la croissance chinoise, on a une croissance américaine qui tient, mais dans ce panorama macroéconomique, on a la zone euro. Alors on ne va pas trop s'étendre dessus parce qu'on va faire une émission, on va lui consacrer une émission, en parlant de la France notamment. Mais là, les perspectives, en tout cas, elles ne sont pas folichonnes. Ah ouais, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que clairement, on a vu un petit espoir au mois de août, enfin certains, parce qu'il y a eu un effet JO sur la France, qui a un petit peu boosté les indicateurs des directeurs d'achat notamment, et puis là, septembre, bam, ça repart à la baisse, notamment l'Allemagne. L'Allemagne a une récession dans l'industrie qui est dramatique. Je ne sais pas si on se rend compte, ça fait 30 mois de récession industrielle en Allemagne. En France, ça fait 28 mois de baisse de l'activité industrielle. Alors, c'est encore plus grave pour les Allemands, parce que les Allemands, justement, avaient maintenu un poids de l'industrie qui était très élevé, plus élevé que nous. Mais on prend Volkswagen, par exemple, le fleuron de l'automobile allemande, qui commence à annoncer des licenciements, des fermetures. Enfin, ça fait froid dans le dos, quand même. Alors, certains s'en réjouissent. N'oublions pas que l'Allemagne, c'est 33% du PIB de la zone euro. Donc, si l'Allemagne va mal, tout le monde suit, malheureusement. Tout le monde va mal. Et c'est même plus grave que cela, parce que quand l'Allemagne allait bien, elle était prête justement à supporter les errements de certains pays, notamment la France d'un point de vue budgétaire. Maintenant, elle dit non, parce que l'Allemagne justement a fait des efforts budgétaires, elle a réduit son déficit, elle a même eu des excédents publics pendant plusieurs années, donc elle s'est serré la ceinture, j'ai envie de dire, ils ont fait des efforts, puis maintenant ils voient qu'il y a une récession, alors que nous en France, on se gargarise avec une petite croissance à coût de milliards d'euros de dette publique, donc ça passe plus. C'est-à-dire que la cohésion aujourd'hui
au sein de la zone euro, elle est en train d'être battue en brèche. Et donc, on en parlera, mais c'est vrai qu'il y a un vrai danger, justement, d'un clash entre la France et l'Allemagne. Il a déjà commencé, mais ça peut s'aggraver. Et là, à ce moment-là, c'est la zone euro dans son ensemble qui est menacée. Et donc, quand je vois que l'euro s'apprécie, je me dis, bon, alors soyons honnêtes, c'est pas une hausse de l'euro, c'est une baisse du dollar, il faut être clair. Mais tout de même, quand on voit qu'on a toujours un écart de taux d'intérêt, justement, monétaire à l'avantage du dollar, pareil sur les taux d'intérêt obligataires, pareil sur les écarts de croissance. C'est ça, non, que doit valoriser une devise. Et comme d'habitude, on est le dindon de la farce. Et si l'euro se réapprécie, ça va encore plus casser l'activité économique. Donc ça va alimenter la récession. Un cercle vicieux. Et c'est un cercle vicieux. Donc effectivement, dans cette croissance mondiale, quand je fais mon petit bilan, je maintiens mes 3% et j'ai pas tellement changé mes prévisions. Je suis autour, voilà, on est à 8% sur l'Inde qui est donc la nouvelle locomotive de la croissance mondiale. Même si l'Inde, en termes de PIB par habitant, ils sont quand même très très loin. Ils sont plus 120e place au mondial. Donc il y a du boulot encore à faire. Donc parce qu'il y a encore beaucoup de pauvreté. La Chine, 4,5-5% de croissance, ça reste quand même très limité. On a la Russie qui se maintient autour des 3%, les États-Unis autour des 2,5-2,8%, et puis après on a la zone euro très loin, on est à 0,4-0,5, la France autour de peut-être des 0,7, et puis la zone euro, l'Allemagne pardon, autour des 0,2, peut-être même moins. Donc ça, c'est quand même dangereux en termes justement de positionnement international pour nous, pour les Européens. Alors le Royaume-Uni, c'est vrai qu'il résiste bien également à une croissance autour des 2%, 1,5-2%, mais on voit bien que malheureusement la zone euro est le parent pauvre de la croissance mondiale. Donc si on revient sur les marchés, c'est vrai que là on se rend bien compte que cette croissance mondiale, elle est à 3%, elle est quand même très fragile. Elle est quand même très fragile, et donc ce qui veut dire que faire attention, ne pas être trop euphorique, surtout si l'inflation repart. Je pense que l'inflation va un petit peu remonter par des mouvements techniques, ce qu'on appelle des effets de base, mais néanmoins elle va un petit peu remonter. Qui surtout pourrait induire certains mouvements d'appréhension au sein des marchés. Puis surtout, ça va montrer que les banques centrales ne peuvent pas baisser trop fortement leur taux d'intérêt. Oui, le scénario que valident les marchés aujourd'hui pourrait être battu en brèche. Bien sûr. J'entends beaucoup d'investisseurs qui m'appellent, qui me disent « Bon, là, vous inquiétez pas, vous êtes trop pessimiste, parce que bon, c'est bon, là, si ça va mal, on va refaire la planche à billets, tout ira bien. » Mais non, là, n'oublions pas la planche à billets. C'est très intéressant, parce que la planche à billets, c'est interdit normalement pour la Banque centrale européenne. Donc, c'est-à-dire le rachat de dettes publiques. Et on l'a fait effectivement dans des cas extrêmes, avec notamment la crise grecque. Après, on a continué sous l'égide de Mario Draghi. Puis après, au moment où on devait arrêter, hop, arrive le coronavirus. Et alors là, ça a explosé. Et donc la planche à billets est devenue complètement folle. Et si vous vous souvenez, la cour de Karlsruhe en Allemagne avait dit non. Elle avait dit nein, plus précisément. Elle avait dit non, ça c'est interdit. On n'a pas le droit, c'est contraire à la constitution allemande. Et finalement, il y avait Angela Merkel qui dit c'est le corona, laissez-nous tranquilles, etc. Et donc, elle n'a rien dit. Mais si aujourd'hui on s'amusait à le refaire, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. A fortiori si c'est la France qui le demande. Donc attention là, je pense que les marchés sont en train de rêver un petit peu, de se dire oui, bon, on va baisser le taux d'intérêt très bas, il y aura la planche à billets. Non, on a trop utilisé cette planche à billets, et d'ailleurs c'est ce qui a fait en partie l'inflation. Donc là, on n'a plus les moyens de le faire. Dans une allocation d'actifs, est-ce qu'il ne faut pas, au regard de ce panorama, où on voit que les États-Unis restent tout de même une locomotive, privilégier les actions américaines dans un portefeuille boursier, au détriment des actions européennes? Alors c'est ce que j'ai fait depuis pas mal d'années maintenant, notamment de trimestres, mais c'est vrai que là, on est sur des sommets historiques sur les bourses américaines, ce qui n'est pas le cas. Bon, le DAX, effectivement, est monté, mais le CAC 40, on en est encore loin. Donc ce qui veut dire que même le CAC 40, avec les dividendes réinvestis, il y a un écart. Donc ce qui veut dire que, oui, on peut toujours investir sur le marché américain, mais il faut quand même être prudent. D'ailleurs, ce qui ne trompe pas, c'est l'or. L'or qui ne cesse de battre des records. Et ça, j'allais vous en parler, justement, de l'or. Parce que vous en parlez souvent. J'en parle souvent, ma fameuse poire pour la soif. Vous voyez que ça a marché, la poire pour la soif. Mais maintenant, c'est un jerrycan pour la soif. C'est-à-dire que, en fait, normalement, quand les marchés boursiers boostent, l'or baisse, puisque l'or, c'est une valeur refuge. Donc, quand tout va bien, à quoi bon acheter de l'or? Ben là, c'est bizarre, parce qu'on a ces sommets historiques sur les marchés boursiers, et l'or qui bat également des sommets historiques. Donc ça veut dire qu'il y a quand même cette crainte qui est là. Pour que les gens se rendent bien compte de la performance de l'or, sur un an, en dollars, c'est plus 38%, et en euros, c'est plus 31%. Complètement. Donc là, je suis content pour ceux qui m'ont écouté de ce point de vue-là, mais moi, j'en ai pas assez acheté. Vous voyez, j'en bafouille. Parce que c'est vrai que moi, je suis toujours prudent, je veux dire, parce que si on espère tous ça va pas si mal que ça, à ce moment-là, l'or va repartir à la baisse. Mais non, ça continue d'augmenter. Vous voyez, et même là, avec la baisse de l'inflation, parce que même si les prix ne baissent pas, l'inflation a un petit peu baissé, l'or aurait dû arrêter. Non, ça continue. Donc ça veut dire qu'il y a des craintes qui sont là.
sous le tapis, j'ai envie de dire, il y a le volcan qui est en train de se mettre en marche. Et ça, le fait que l'or continue de monter, ça veut bien dire que les marchés boursiers, ils vont connaître, je pense, au mois d'octobre, novembre, assez compliqué. Donc, c'est peut-être pas le moment aujourd'hui de revenir sur les marchés boursiers. On peut garder de l'or, puis ils vont faire des allers-retours réguliers. Moi, je l'ai souvent dit, quand on atteint des sommets historiques comme ça, comme sur la bourse américaine, peut-être prendre ses bénéfices. On l'a vu cet été, c'est ce qui s'est produit. Hop, ça s'est effondré de plus de 10%, puis après, c'est reparti à la hausse. Donc, je pense que le yo-yo des marchés boursiers va continuer, avec quand même un petit plus, effectivement, pour le mouvement américain. Bon, il y a également d'autres valeurs refuges, par exemple le franc suisse. Mais c'est vrai que je pense que sur le dollar qui baisse aujourd'hui, peut-être ça sera des niveaux pour revenir à l'achat, et le dollar repartira ensuite à la hausse. En tout cas, vous ne voyez pas de crack à court terme. Non, a priori non, mais encore une fois, ce qui m'inquiète, c'est la réserve fédérale, moins 50 points de base, encore une fois, on y revient, l'or qui continue de monter. Je pense qu'il faut être honnête, hein, des fois on a des informations qu'on n'a pas, tout simplement, dont nous ne disposons pas. Donc aujourd'hui, il y a un mouvement certainement je dirais, inédit et peut-être non anticipé qui va se produire. Et donc ce qui ferait que là, évidemment, les marchés vont prendre le bouillon. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'avec les informations dont nous disposons, il n'y a pas de risque. Mais quand effectivement tout va dans le même sens, c'est là où justement il faut peut-être prendre le contre-pied. Donc la prudence doit rester de mise. Marc, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.